Bonjour, bienvenue sur le plateau d'ABC Doc. Nous allons parler aujourd'hui de la maladie rénale chronique et de ses différents traitements. Alors, pour parler de cette thématique, je suis venu accompagné aujourd'hui de Muriel Poilvé, qui est une patiente qui viendra témoigner des différentes étapes de la prise en charge de sa maladie rénale, et du docteur Khalil El-Karoui, qui est praticien hospitalier, dans le service où j'ai également le plaisir de travailler, le service de néphrologie-transplantation du CHU Henri Mondor, qui est un hôpital de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Alors, quelques mots sur la maladie rénale chronique, qui est une maladie extrêmement fréquente. On estime qu'en France, près de 3 millions de personnes sont atteintes d'une maladie rénale chronique, dont la moitié d'ailleurs ne connaissent pas leur diagnostic. Donc une maladie probablement tout à fait sous-estimée. Qu'est-ce que c'est que la maladie rénale chronique ? Eh bien, c'est une altération irréversible du fonctionnement des deux reins, dont les fonctions sont multiples. Fonction bien sûr d'élimination, d'épuration des déchets toxiques de l'organisme, fonction de filtration, fonction de régulation des échanges entre l'organisme et le milieu extérieur, de l'eau, des électrolytes, d'un certain nombre de sels minéraux, mais également d'autres fonctions importantes dans la régulation de la tension artérielle, de la synthèse des globules rouges, de la synthèse de la vitamine D. Et ce sont toutes ces fonctions qui sont altérées dans la maladie rénale chronique, progressivement, et qui peuvent aboutir à ce qu'on appelle le stade terminal de cette pathologie. Alors, vous verrez que la maladie rénale chronique procède par étapes, qu'à chacune de ces étapes, il existe un certain nombre d'interventions, la première étant bien évidemment son dépistage, d'interventions thérapeutiques, et puis que quand cette maladie arrive malheureusement au stade terminal, eh bien, nous devons proposer aux patients, pour leur permettre de continuer à vivre le plus normalement possible, des traitements que l'on appelle, nous, des techniques de suppléance, qui sont principalement au nombre de deux, la dialyse et la transplantation, et ce sont toutes ces étapes de l'évolution de cette pathologie que nous allons évoquer ensemble. Alors, quelques mots d'introduction simplement pour rappeler le mode de présentation initial de cette maladie. Khalil El-Karoui, peut-être vous pouvez nous présenter les modes de dépistage de cette affection et puis les principaux symptômes qui peuvent nous conduire au diagnostic d'une maladie rénale. Alors effectivement, le premier enjeu, c'est de dépister les patients parce que la maladie rénale chronique est, dans une très large majorité des cas, parfaitement asymptomatique. Alors on va s'orienter, en termes de dépistage, on ne peut pas dépister tout le monde, en termes de santé publique, il faut s'orienter vers les patients qui sont le plus à risque de développer une maladie rénale chronique. Et actuellement, dans les pays occidentaux, les principales causes de maladie rénale chronique sont l'hypertension artérielle et le diabète, notamment le diabète de type 2, parce que vous savez qu'il y a une véritable épidémie de diabète actuellement. Chez ces patients, on sera amené effectivement à réaliser donc un certain nombre d'examens de dépistage qui nécessitent des examens d'abord biologiques pour affirmer l'insuffisance rénale chronique. Ceci nécessite donc une analyse biochimique du sang, du plasma des patients. Et le principal marqueur qu'on ait actuellement pour affirmer l'insuffisance rénale, c'est l'élévation de la créatinine. Alors la créatinine, c'est un marqueur biologique sanguin qui est d'origine musculaire. Et en fait, la créatinine est éliminée par le rein. Et le taux de créatinine s'élève lorsqu'il existe une insuffisance rénale. L'autre marqueur essentiel de la maladie rénale chronique, c'est la présence d'une protéinurie, c'est-à-dire d'avoir des protéines dans les urines. Donc cette fois-ci, c'est une analyse d'urine qui est nécessaire. Et au cours de cette analyse, on peut savoir si oui ou non il existe donc un passage de protéines anormales dans les urines, dont on sait que c'est à la fois un marqueur de la maladie et également un facteur de progression de la maladie. En termes de symptômes cliniques pour les patients, je vous ai dit que globalement, il y avait assez peu de choses. Les symptômes essentiels, c'est la présence d'une hypertension artérielle, qui est à la fois une cause de l'insuffisance rénale, mais également un marqueur de la maladie. Comme le disait Philippe, le rein régule un certain nombre de facteurs qui contrôlent l'hypertension artérielle. Et le fait d'avoir une hypertension artérielle, ça peut être un marqueur de la maladie. Par ailleurs, ce qui peut survenir également, c'est essentiellement des œdèmes des membres inférieurs, puisque comme vous le savez, le rein élimine notamment l'eau et le sel. Et quand cette eau et ces sels sont plus assez éliminés, ils peuvent s'accumuler. Ils s'accumulent d'abord et avant tout au niveau des membres inférieurs pour des raisons de pression hydrostatique. Alors, Madame Poilvé, peut-être vous pouvez nous raconter les circonstances dans lesquelles on a découvert votre maladie rénale. Le docteur El-Karoui a rappelé finalement la relative pauvreté des symptômes, ce qui explique probablement pourquoi un nombre extrêmement important de sujets dans notre pays et dans les pays occidentaux
sont atteints de cette maladie rénale sans le savoir. Comment est-ce que les choses se sont passées en ce qui vous concerne? Comment a-t-on découvert votre maladie? Quels étaient les symptômes qui ont finalement amené à la découverte de cette maladie? Eh bien, moi, je ne souffrais ni de diabète ni d'hypertension. Oui. Donc c'est plutôt le cas d'œdème des chevilles qui m'a amené à consulter. On a un petit peu cherché d'où ça pouvait venir, et puis j'en suis venue à faire une analyse de sang, et c'est là qu'on a découvert mon insuffisance rénale. Donc ça, c'était en 2011. Je dois reconnaître que ne souffrant pas plus que ça, je me suis pas très bien fait suivre. Et puis jusqu'à l'insuffisance terminale, fin 2013. D'accord. Voilà. Donc il s'est passé 2 ans entre la découverte de votre maladie et ce qu'on appelle l'insuffisance rénale terminale, c'est-à-dire où la détérioration de la fonction des 2 reins a abouti à un arrêt de fonction des reins et évidemment posant la question du recours à des traitements. Alors, Khalil El-Karoui, est-ce qu'on a des moyens aujourd'hui finalement efficaces pour ralentir l'évolution de cette néphropathie? C'est un point important pour retarder au maximum l'échéance qui va aboutir à la nécessité d'avoir recours à ces techniques de suppléance. Alors effectivement, une fois que la maladie rénale est dépistée, l'enjeu c'est de réussir à ralentir la progression. Pourquoi? Parce que la maladie rénale, ça correspond à une amputation de la capacité fonctionnelle du rein. Globalement, les reins fonctionnent moins bien que ce qu'ils devraient, mais ils ont toujours le même besoin d'élimination des déchets, qui lui reste le même, puisque l'organisme fonctionne de façon normale par ailleurs. Et donc ce rein qui a un peu moins de capacité doit travailler pour éliminer toujours la même quantité de déchets. Et en fait, ces phénomènes correspondent à un rein qui va finalement devoir trop travailler et vieillir progressivement, notamment à cause de phénomènes d'hypertension dans le rein directement et de ces problèmes de protéines dans les urines qui, eux, induisent en fait de l'inflammation rénale. Donc pour essayer de limiter justement cette progression de la maladie, puisque à terme, ce rein qui est déjà malade va continuer à vieillir précocement et plus rapidement, et donc cette aggravation initiale va s'auto-aggraver au cours du temps. Pour essayer de limiter ces mécanismes de progression, il faut lutter contre l'hypertension artérielle, notamment l'hypertension à l'intérieur du rein, et également lutter contre la protéinurie. C'est les 2 axes majeurs de traitement qu'on a pour limiter la progression de la maladie. Et donc, pour traiter cette hypertension artérielle et cette protéinurie, on a effectivement des traitements qui sont très efficaces, qu'on connaît depuis les années 80. Ce sont ce qu'on appelle les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les bloqueurs du récepteur de l'angiotensine, et qui permettent de limiter la protéinurie et l'hypertension à l'intérieur du rein. C'est les principaux traitements qu'on a pour ralentir la progression vers la maladie rénale terminale. Malheureusement, dans un certain nombre de cas, on n'arrive pas à bloquer cette progression, sachant qu'on n'arrive jamais à revenir en arrière, jamais à guérir la maladie. Le but, c'est vraiment de bloquer la progression. Et quand on n'y arrive pas, il faut passer par les traitements de suppléance qui sont la dialyse et la transplantation. Et puis parfois, on a la chance d'avoir une maladie rénale que l'on peut traiter, même si vous le rappeliez à l'instant, et le docteur Khalil El-Karoui le signalait, les causes les plus importantes de la maladie rénale chronique aujourd'hui sont dominées principalement par le diabète et l'hypertension artérielle et le vieillissement rénal. N'oublions pas que près de la moitié des patients qui arrivent au stade terminal d'une maladie rénale ont plus de 70 ans. Néanmoins, pour 50% d'entre eux, il existe d'autres causes aux maladies rénales chroniques et parfois, certaines d'entre elles peuvent bénéficier de traitements spécifiques. En dehors, bien sûr, des néphropathies héréditaires pour lesquelles, malheureusement, il n'y a pas de traitement. Alors, quand on n'a pas réussi à enrayer l'évolution de cette maladie, eh bien, on arrive en effet à cette situation qu'on appelle l'insuffisance rénale chronique terminale. Et on estime qu'actuellement, en France, il y a à peu près 80 000 personnes qui vivent avec ces techniques de suppléance. Chaque année, près de 10 000 personnes arrivent au stade terminal de leur maladie rénale et se voient proposer ces différentes techniques de suppléance. Alors ces techniques de suppléance, elles ont pour objectif, comme leur nom l'indique, de suppléer à la dysfonction chronique du rein. Elles sont principalement au nombre de 2, l'épuration extra-rénale par dialyse de type hémodialyse ou de type dialyse péritonéale et la transplantation qui reste aujourd'hui, on y reviendra, le traitement de référence le plus efficace pour traiter cette dysfonction chronique des reins. Alors, Madame Poilvé, quand on a diagnostiqué chez vous une insuffisance rénale chronique terminale, eh bien, on vous a tout de suite proposé un traitement et en particulier proposé une prise en charge par épuration extra-rénale, par hémodialyse. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les principales étapes du parcours de soins qui a été le vôtre à ce moment-là?
Eh bien, moi, je suis, comme je le disais, hein, donc je suis passée par les urgences, puisque bon, mes reins ont arrêté de fonctionner d'un coup, donc je m'empoisonnais. Donc, ensuite, on m'a posé, puisque je n'avais pas de fistule, pour justement pratiquer l'hémodialyse, on m'a posé ce qu'on appelle un catécano, qui est un petit dispositif qui va directement dans les veines du cœur pour pouvoir être dialysé. Et ça a duré pendant à peu près 2 mois. Dans le même temps, on m'a créé une fistule. Et puis, donc après, j'ai été dialysée par cette fistule. Donc je pense qu'il va falloir expliquer ce que c'est qu'une fistule. Le docteur El-Karoui va peut-être nous rappeler les principes de ces différents traitements de suppléance que sont l'hémodialyse et la dialyse péritonéale et qui visent donc à suppléer la dysfonction de l'organe défaillant. Alors, effectivement, vous savez que le rein, donc ça sert à épurer les déchets essentiellement. Pour suppléer ce manque d'épuration, il y a 2 techniques. Donc il y a l'hémodialyse ou la dialyse péritonéale. Donc l'hémodialyse, ça nécessite un abord vasculaire, c'est-à-dire qu'on va prélever le sang du patient, le filtrer à travers une membrane et le réinjecter au patient sur un circuit extracorporel. C'est toujours le même sang, il n'y a pas de transfusion, il n'y a pas de sang exogène. Mais pour cela, il faut avoir un débit correct pour que l'épuration puisse se faire correctement. Et donc pour avoir un débit correct, il faut avoir accès à des grosses veines de l'organisme. Pour ça, il y a différentes techniques. Alors en urgence, effectivement, on est obligé de poser ce qu'on appelle un cathéter, qui est un petit dispositif en plastique, un petit tuyau en plastique qu'on met sur une grosse veine, en général au niveau jugulaire, et qui nous permet de prélever du sang à bon débit et de pouvoir l'épurer efficacement et le réinjecter par la suite. Ceci dit, cette pose d'un cathéter, c'est un matériel exogène, et donc comme tout matériel exogène, il a un risque infectieux, et donc on essaye de ne pas avoir à garder ces cathéters au long cours. Donc pour pouvoir faire de la dialyse au long cours, on a besoin d'avoir un abord vasculaire pérenne pour avoir des débits satisfaisants. Et donc pour ça, effectivement, on crée des fistules artério-veineuses. Globalement, on met en communication une petite artère, une petite veine, en général au niveau du bras. Ça permet de faire grossir la veine au niveau du bras, un endroit qui est accessible, et qu'on peut ensuite ponctionner pour les séances d'hémodialyse, qui, je le rappelle, ont quand même lieu à raison de 3 fois 4 heures par semaine. Donc il y a une nécessité que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est la fistule dont parlait Madame Poilevet. Par ailleurs, il y a une autre technique de suppléance, une autre technique d'épuration qui s'appelle la dialyse péritonéale. Cette fois-ci, on n'a pas besoin d'abord vasculaire, on n'a pas besoin d'abord auprès du sang. En fait, on fait l'épuration à l'intérieur de l'organisme, c'est-à-dire que la membrane qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle le péritoine, qui est une membrane qui entoure globalement les intestins. Et donc pour ça, il y a besoin de poser un petit cathéter en plastique, là encore, au niveau de l'abdomen. Et on fait des infusions de liquide à l'intérieur de l'abdomen via ce cathéter, qui vont permettre de faire les échanges et d'épurer les déchets de l'organisme. Ensuite, donc, on fait une infusion, et ensuite, quelques heures après, on élimine le liquide entre guillemets, qui ramène les déchets. Et ainsi, on arrive à épurer très efficacement les déchets produits par l'organisme. Donc c'est les 2 techniques, hémodialyse via le sang et dialyse péritonéale via le cathéter à l'intérieur du ventre. Alors, chez vous, Madame Poilevet, la technique qui a été choisie, c'est l'hémodialyse. Vous avez donc pendant combien de temps été dialysée ? Pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Dans un centre de dialyse ? Oui. Donc à raison de 3 séances par semaine, de 4 heures. Comment se sont déroulées ces séances d'hémodialyse ? Alors bon, c'est 4 heures, mais il faut compter à peu près 5 heures, hein, parce qu'il y a ce qu'on appelle le branchement, donc le temps de brancher à la machine. Ensuite, il y a les 4 heures de dialyse, et après on se débranche. Hein, c'est-à-dire qu'à la restitution, on rend le sang qui est dans la machine, on vous le rend forcément, hein, parce que bon, ça représente un petit peu quand même. On ne peut pas se permettre de partir sans cette partie-là qui reste dans la machine, donc il y a la restitution, et puis après on doit comprimer. Le temps que l'aiguille, voilà, ça coagule en fait. On ne peut pas partir comme ça, donc il faut compter à peu près 5 heures. Une séance de dialyse, la plupart du temps on dort. C'est un traitement qui a beaucoup bouleversé votre vie quotidienne ? Oui, parce que moi dans le centre de dialyse où j'étais, il y avait le matin, l'après-midi ou le soir. Donc la plupart du temps, je me faisais dialyser le matin. Et l'après-midi, vous êtes un petit peu épuisé, donc vous dormez. Oui. Donc ça fait 3 jours par semaine où vous êtes un petit peu
Alors, en effet, ce que vous soulignez, en effet, c'est que la dialyse est un traitement extrêmement efficace qui permet bien évidemment de continuer de vivre, mais qui fatigue l'organisme de manière relativement rapide, pour une raison très simple, c'est qu'un rein fonctionne 24 heures sur 24, il épure en permanence les déchets toxiques, alors que la séance de dialyse n'exerce ses fonctions que de manière très concise, 3 fois par semaine pendant 4 heures, ce qui est probablement en effet le maximum qu'on peut imposer à un patient pour lui laisser par ailleurs une vie à peu près acceptable, mais qui, en termes de physiologie, est tout à fait insuffisant pour retrouver une épuration physiologique des déchets et puis restaurer l'ensemble des fonctions du rein. Et puis l'autre contrainte, vous venez de le décrire, c'est évidemment la nécessité, 3 fois par semaine, de se rendre dans un centre de dialyse et d'être branché à cette machine qui va suppléer donc à la dysfonction du rein. Et donc, il existe un deuxième traitement de la maladie rénale chronique qui s'appelle la transplantation. Transplantation, bien sûr, rénale, qui se pratique en France depuis plus de 40 ans. Hein. Et parmi les 10 000 patients qui sont aujourd'hui insuffisants rénaux chroniques traités par des techniques de suppléance, eh bien, un peu moins de la moitié, environ un bon tiers, vont pouvoir chaque année bénéficier d'une transplantation rénale. Qu'est-ce que c'est qu'une transplantation rénale ? Eh bien, c'est l'introduction du rein d'une tierce personne, de quelqu'un d'autre, en plus de vos reins propres, qui va donc être chirurgicalement implanté dans l'organisme, non pas à la place des reins propres qui sont généralement laissés à leur place, mais en fosse iliaque, un geste chirurgical qui n'est pas d'une grande complexité et qui va permettre, dans le meilleur des cas et dans l'immense majorité des cas, de pouvoir arrêter ces techniques de suppléance et permettre aux patients de reprendre une vie beaucoup plus proche de la vie normale. Alors, évidemment, pour pouvoir bénéficier d'une transplantation, il y a plusieurs étapes. La première d'entre elles, c'est bien sûr d'être éligible à une transplantation rénale, et donc les patients vont être adressés à des centres de transplantation où des bilans vont être réalisés de manière à évaluer le système cardiovasculaire, à éliminer les foyers infectieux, à procéder à un bilan immunologique qui va permettre au terme de ce bilan d'inscrire les patients sur des listes d'attente. Mais la véritable problématique, c'est évidemment la pénurie des greffons, et on estime en France aujourd'hui que l'écart entre le nombre de greffons disponibles et le nombre de patients en attente d'une transplantation est de 2 pour 3, c'est-à-dire qu'il y a 3 patients en attente pour 1 à 2 greffons, ça varie selon les régions en France. Donc la deuxième étape, bien évidemment, ça va être de trouver un donneur pour réaliser cette transplantation rénale. Alors, les donneurs aujourd'hui peuvent avoir des origines multiples. En France, à peu près 80% des transplantations sont réalisées à partir de donneurs que l'on appelle des donneurs cadavériques, c'est-à-dire des donneurs chez qui les organes vont être prélevés chez les individus en mort cérébrale ou parfois après un arrêt cardiaque, de manière beaucoup plus modeste. Et environ 15 à 20% des transplantations sont réalisées à partir d'un donneur vivant. Le gros problème de la transplantation à partir d'un donneur cadavérique, on vient de le dire, c'est la pénurie des greffons, et ceci se traduit par des délais d'attente parfois prolongés. C'est des patients sur liste d'attente, et pendant toute cette période, eh bien, les patients vont être bien sûr maintenus sur liste d'attente et vont poursuivre leur traitement par hémodialyse ou par dialyse péritonéale. En ce qui vous concerne, Madame Poilvé, vous avez été un jour adressée à un centre de transplantation dans cette perspective, et vous avez été inscrit sur liste d'attente. Combien de temps êtes-vous resté sur la liste ? Très peu de temps, puisque en fait, moi, mon conjoint s'est proposé rapidement pour vous donner, pour le don vivant. Pour oui. le don vivant. Donc très peu de temps en fait. D'accord. Et, de quel groupe sanguin étiez-vous ? Moi, je suis B positif. Alors, c'est un point très important, Oui. car Madame Poilvé étant du groupe B, on estime que ces délais d'attente pour recevoir un rein provenant d'un donneur cadavérique sont de l'ordre de 3 à 5 ans. Ce qui signifie 3 à 5 ans au moment de l'inscription sur ces listes d'attente avec ces traitements de suppléance, ce qui est une période extrêmement longue. Et donc, bien évidemment, le recours à un donneur vivant représente une opportunité tout à fait extraordinaire pour, d'une part, ralentir considérablement cette période d'attente. Combien de temps s'est-il passé entre le moment où on a identifié votre mari comme donneur potentiel et le moment où cette transplantation a été réalisée ? Un peu moins d'1 an et demi. Un peu moins d'un an et un peu demi. moins d'1 an et demi. D'accord. Donc vous voyez que le processus a été considérablement accéléré. On estime même qu'en France, on peut faire un peu plus vite et qu'entre le moment où un donneur est identifié et le moment où la greffe peut avoir lieu, il se passe entre 6 et 8 mois, ce qui reste de toute façon très inférieur au délai d'attente
par rapport à la transplantation réalisée avec des donneurs cadavériques. Alors, les lois de bioéthique en particulier ont été considérablement modifiées au cours des dernières années pour permettre au maximum les échanges d'organes entre des individus apparentés. Et lors de la dernière révision, qui est tout à fait récente, eh bien, on sait aujourd'hui qu'on peut recevoir un rein de n'importe quelle personne dans la mesure où l'on a avec lui un lien affectif stable. En ce qui vous concerne, c'était votre époux. Et ce type de transplantation est autorisé depuis les années 2008, je crois. La contrainte principale de la transplantation, quel que soit le type de donneur, c'est bien sûr d'être exposé à des traitements anti-rejet à vie, de manière à éviter le rejet de l'organe transplanté. Et je crois que c'est votre cas. Vous avez aujourd'hui un traitement anti-rejet qui vous permet de vivre normalement, de tolérer parfaitement votre greffe. Oui, tout à fait. Oui. C'est des traitements qui sont... finalement, ce n'est pas très contraignant par rapport à la dialyse. Oui. Hein, donc, c'est des médicaments à prendre avec un espace de 12 heures. Donc on définit l'heure le matin et puis 12 heures après, on prend le soir, on prend le même traitement. Tous les jours évidemment, sans oublier. Mais bon, encore une fois, ça permet vraiment de vivre normalement, avec très peu de contraintes finalement. Avec très peu de contraintes et avec des greffons dont aujourd'hui l'espérance de vie est considérable, puisqu'on estime qu'au bout de 10 ans de greffe, eh bien, plus de 60% des patients ont encore un greffon qui fonctionne bien, malgré ces traitements qui ont néanmoins des effets secondaires un peu spécifiques et qui se doivent absolument d'être surveillés. Alors, évidemment, la transplantation permet notamment évidemment de reprendre une vie beaucoup plus normale. Elle permet à des femmes d'avoir des enfants et donc de mener des grossesses à terme dans des conditions tout à fait satisfaisantes. Et puis, pour l'organisme, par rapport aux techniques de suppléance, eh bien, il y a clairement des avantages considérables à la transplantation, d'où évidemment l'intérêt d'avoir le recours le plus rapidement possible à cette technique de soins. Alors, il est possible que dans les années qui viennent, eh bien, on facilite l'accès à la transplantation, en particulier en augmentant les possibilités d'accès à des greffes à partir de donneurs vivants. Il est également possible que la recherche nous permette un jour de limiter l'utilisation des traitements anti-rejet par des stratégies de modification du système immunologique qui peut-être permettront aux des individus de devenir plus tolérants à leur greffon sans être exposés à des traitements anti-rejet au long cours qui peuvent, on l'a vu, avoir un certain nombre d'effets secondaires et qui peuvent être dans certains cas relativement toxiques. Il est possible également un jour qu'on puisse avoir recours à des organes bioartificiels qui nous permettront d'avoir un recours inépuisable à des greffons, là encore en limitant les traitements anti-rejet, mais ce sont bien évidemment des perspectives de recherche et d'avenir. Merci en tout cas à vous pour votre présence à cette émission sur le plateau d'ABC Doc, pour ce tour d'horizon de la maladie rénale chronique et ses perspectives thérapeutiques. J'espère à très bientôt. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup.